Bonsoir à tous. On vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette réunion d'Equistratis. On est très heureux, la Société des courses d'Alençon, de vous accueillir pour la deuxième fois. Et c'est vrai qu'Alençon maintenant est tellement bien placé que c'est bien pour tout le monde. On est un peu au milieu de tout le monde. On remercie beaucoup Jacques Carle pour le travail qu'il fait inlassablement depuis des mois. Et je voudrais vous dire qu'on compte beaucoup sur vous. On est derrière vous pour améliorer notre situation. Je sais que vous vous en occupez jour après jour. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Roussel. Donc, nous essayons de faire le meilleur travail possible au service de l'ensemble d'une filière et au service... Il y a un problème de son? Non? Et là, vous m'entendez, là? Est-ce que ça va mieux? Bon. Donc, je voulais citer le bureau, le conseil d'administration qui est ici, et l'ensemble des adhérents d'Equistratis qui ne cessent d'augmenter et qui démontrent qu'il y a une volonté de l'ensemble de la filière d'avoir recours à une expertise indépendante et à une volonté de changement qui se confirme de jour en jour. Bien évidemment, ce n'est pas facile. Nous avons face à nous une situation qui ne s'améliore pas, malgré certains discours particulièrement optimistes. Alors, le but de cette soirée, c'est de faire un point précis de la situation, de vous dire où on en est des différents contacts que nous avons pris, et donc de l'accomplissement du plan que nous avons présenté au mois de juillet de cette année au Mans. Alors, le point général de la situation. Je vais, si on peut couper les portables, ce serait très bien. Je vous remercie. Donc, le point de la situation, on va commencer par ce qui est le plus surprenant, c'est les décisions de la société mère Le Gallo de réduire fortement les allocations. Pourquoi? Parce que la direction du budget, qui est la tutelle des deux sociétés mères et qui est la tutelle aussi du PMU, on n'entend pas, écoutez, je fais ce que je peux pour parler, mais je vais essayer l'autre micro. On va voir si... Ce sont les enceintes. Bon, alors écoutez, je parle, si vous pouvez vous rapprocher, je pense que vous entendrez mieux. Donc, le Gallo a décidé globalement de réduire de 10% les allocations sous la pression de la tutelle du ministère du Budget. Il est vrai que les pertes cumulées des deux sociétés mères depuis maintenant 5 ans avoisinent les 300 millions d'euros et qu'il y a, on l'a dit, mais nous ne sommes pas les seuls, un véritable risque de cessation de paiement d'ici la fin de l'année 2018. Donc, la décision a été prise, elle a entraîné des contestations et des mouvements, mais globalement, elle devrait être suivie des faits. Et nous savons qu'au trop, si cette baisse n'est pas aussi visible, il y a une recherche d'économie qui peut aboutir aussi à une réduction, par exemple, de la prime éleveur. Il y a tout un débat aujourd'hui sur la rétrocession fiscale pour les propriétaires du fait de l'augmentation de la TVA en 2014. Bref, les deux sociétés mères font tout ce qu'elles peuvent pour essayer de réduire leurs pertes. Le seul problème, c'est que les deux sociétés mères sont alimentées par les recettes qui proviennent du PMU. Et les recettes qui proviennent du PMU, elles ne devraient pas bouger cette année. Est-ce qu'elles baisseront un peu? Peut-être. En tout cas, elles n'augmenteront pas après plusieurs années de diminution régulière. Et pendant ce temps-là, nous l'avons souligné, le PMU a le même montant de coûts d'exploitation aux alentours de 600 millions d'euros, alors même que les enjeux sur les paris en dur ont baissé de plus de 1 milliard depuis 5 ans. Donc nous avions souligné qu'il était important, d'abord et avant toute chose, de faire en sorte qu'il y ait des économies au PMU, de manière à assurer au financement de la filière un montant suffisant pour faire face aux besoins des socioprofessionnels et pour assurer aussi le développement et les investissements. Malheureusement, c'est une décision de court terme qui a été prise et qui a été imposée par la direction du budget, qui ont demandé aux sociétés mères de faire d'abord des économies chez elles. Il y a certainement des économies à faire, je ne le mets pas en doute. Mais encore une fois, on a pris le problème en sens inverse. Il faut d'abord faire un audit sur le PMU, et je vais y revenir plus longuement tout à l'heure, sur 2 sujets principaux, que sont les paris sportifs, le poker d'une part, et les paris internationaux d'autre part. Parce que là, il y a
un véritable danger de continuer à générer des pertes ou de générer des activités en forte croissance dont la rentabilité est très faible. Il ne faut pas oublier que c'est les socio-professionnels qui, in fine, sont affectés. Les 2/3 des budgets des 2 sociétés mères vont aux socio-professionnels. Il faut à tout prix préserver ces montants, quoi qu'il arrive. Et pour cela, il faut agir au niveau du PMU. Donc, premier point, les sociétés mères ont choisi un processus de réduction de leur budget qui est dangereux et qui peut être mortifère. Et comme les recettes du PMU ne vont pas augmenter, il est probable que l'année prochaine, on aura encore des pertes. Donc on n'est pas dans un processus où on reconquiert des enjeux, où on reconquiert une rentabilité. On est dans un processus où on fait des économies là où il n'était pas prioritaire d'en faire. Il était nécessaire, mais pas prioritaire d'en faire. Deuxièmement, l'évolution des enjeux. On entend dire, par les communiqués notamment du PMU, que tout va très bien, que tout augmente. Quand on regarde les chiffres de près, on s'aperçoit que les paris hippiques en France, en dur, n'augmentent pas ou très peu, que le produit brut des jeux tend plutôt à baisser, que ce qui augmente fortement, c'est les paris à l'international, de l'ordre de 15%, par rapport à l'année dernière où ils avaient déjà augmenté de l'ordre de 15 à 17%, que les paris online n'augmentent pas non plus, et que les paris poker et paris sportifs, que le poker et les paris sportifs tendent plutôt à s'essouffler et de toute manière dégagent toujours un résultat négatif. Je rappelle, et c'est dans les comptes des 2 sociétés mères, que aussi bien pour le poker que pour les paris sportifs, ça a un impact négatif sur le résultat des sociétés mères. J'avais dit au mois de juillet que cet impact était de l'ordre de 115 millions d'euros sur 5 ans de pertes. Le tiers des pertes de 2 sociétés mères proviennent des paris sportifs et du poker. Il y a eu une levée de bouclier contre cette assertion, le PMU disant que certes, la marge sur coût direct n'était pas très confortable, elle était proche de 0, mais que de toute manière c'était un investissement pour l'avenir et que demain on allait voir ce que l'on allait voir. Je peux déjà vous dire aujourd'hui, d'après les chiffres qui ont été publiés, que la perte sur le poker et les paris sportifs en 2017 devrait être supérieure à celle qu'elle est en 2016. D'ores et déjà dans les comptes des sociétés mères, ils ont enregistré pratiquement autant pour le premier semestre que la perte totale de l'année 2016. Donc, à un moment donné, il faut appeler un chat et avoir le courage de se dire qu'il y a eu des choix stratégiques qui n'étaient peut-être pas les bons. Alors, on m'objecte que, de toute manière, en développant les activités de paris sportifs, on va faire venir des nouveaux joueurs pour les paris hippiques. Ce n'est absolument pas démontré. Et quand on lit le rapport de l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, on s'aperçoit que le seul domaine où ça augmente très peu, c'est les joueurs qui jouent à la fois aux paris sportifs et aux paris hippiques. Il n'y a pas d'effet d'entraînement. L'effet d'entraînement a été la justification d'investissements lourds dans ce domaine. Cet effet n'est absolument pas démontré. Et on continue à enregistrer des pertes. Et ces pertes, elles impactent directement les sociétés mères. Donc, l'évolution des enjeux, pour résumer, les enjeux en France en dur sont à peu près au niveau de 2016, et encore, d'ici la fin de l'année, on verra si ça se confirme, avec un produit brut des jeux qui est plutôt un petit peu en déclin. Online, il y a une augmentation sur le simple et offline aussi, parce qu'il y a une augmentation du TRJ de 1 point, mais tous les autres jeux, offline et online, font apparaître des baisses par rapport à 2016. Pourquoi est-ce que ça a augmenté sur le simple? Parce qu'il y a eu encore une fois une augmentation du TRJ. Vous savez que le modèle que l'on a construit démontrait qu'une augmentation de 1 point du TRJ entraînait, du retour joueur, entraînait une augmentation de 6 points des enjeux. La clé est là. Et si on veut à nouveau attirer des joueurs, il faut à nouveau être attractif au niveau des paris, il faut arrêter de baisser le retour joueur, et il faut arrêter aussi, et j'en viens maintenant, de développer des jeux à l'international qui sont mortifères pour l'avenir des paris hippiques. Le PMU s'enorgueillit d'une augmentation des enjeux à l'international de l'ordre de 15% l'an. Ce sont des jeux qui sont en masse commune, c'est-à-dire que les joueurs étrangers qui jouent sur des courses en France, ils parient dans la même masse que les joueurs français qui parient sur ces courses.
Mais il se trouve que les 2/3 des paris qui sont effectués à l'étranger le sont par des joueurs professionnels, qui ont un taux de retour, et c'est dans le rapport de la Cour des comptes, de 95 à 98%. Ils touchent en plus un retour des opérateurs de 5%. Donc, ils investissent 100, ils récupèrent 103. Mais comme c'est en masse commune avec les joueurs français qui jouent en France, ça veut dire que le retour moyen, qui est de l'ordre de 73%, est beaucoup plus faible pour les joueurs français. Il y a donc une captation d'une partie, comme on dit dans un système de paris mutuel, c'est les mises des uns et des autres qui servent finalement les résultats de ceux qui gagnent. S'il y en a qui gagnent beaucoup plus que d'autres, eh bien, les autres touchent beaucoup moins. Donc, à laisser croître sans contrôle les paris internationaux sur les courses françaises, on risque demain d'avoir une désaffection encore plus grande des joueurs français. L'Association nationale des turfistes l'a souligné dans une lettre récente, c'est un véritable sujet. J'ajoute que les fonds qui sont investis à l'étranger ne bénéficient peut-être pas du même contrôle de l'origine des fonds que les fonds qui sont investis en France. En tout cas, il est impossible pour l'État français, qui a quand même la tutelle des jeux, d'imposer à des opérateurs étrangers les mêmes contraintes réglementaires que celles qu'il impose en France et qu'il va imposer de plus en plus. Nous avons rencontré des conseillers du ministre de l'Intérieur il y a quelques jours. On a abordé ce sujet, on les a alertés là-dessus. Il y a une surveillance à renforcer et je ne pense pas que le PMU ait mis en place une surveillance suffisante. Et sur ce problème des retours pour les joueurs professionnels et sur ce problème de l'origine des fonds. Donc ça, c'est la problématique des enjeux. Je vous en ai fait un résumé, mais bien sûr, je répondrai à vos questions. Troisième sujet qui correspond à l'actualité, c'est la privatisation de la Française des Jeux. Il y a incontestablement une décision de principe qui a été prise par le gouvernement de procéder à la privatisation totale ou partielle de certaines entreprises dans lesquelles l'État a encore des participations, et parmi elles, il y a la Française des Jeux. Quel est le pourcentage? On ne le sait pas encore. Les discussions sont en cours, mais incontestablement, ça risque d'avoir un impact non négligeable sur l'ensemble du secteur des jeux. Nous pensons, nous, qu'il faut séparer encore plus à l'avenir le PMU et la Française des Jeux. C'est pour ça que nous plaidons pour une cession du poker et du pari sportif, de telle manière que le PMU puisse se concentrer sur les paris hippiques, et puis qu'ils ont faire valoir une identité beaucoup plus forte que l'identité actuelle qui est en train de se diluer dans des opérations de communication et des opérations publicitaires qui concernent tous les sports, peut-être de manière excessive, et même certainement de manière excessive, par rapport aux grands événements hippiques. Là aussi, c'est un véritable sujet. Nous ne savons pas quels sont les montants des investissements publicitaires qui sont consacrés aux paris sportifs et au poker. Nous sommes tous des passionnés de sport, moi en particulier, mais ce n'est pas une raison pour développer des activités de paris sportifs sans aucune limite, sans aucun contrôle, en retransmettant aux sociétés mères des pertes qui ne devraient pas être les faites du secteur hippique. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Le PMU s'est engagé dans ce processus pour faire pièce à la Française des Jeux. Il faut séparer nettement les deux activités. La Française des Jeux a un monopole sur les paris en dur, paris sportifs en dur. Le PMU a un monopole sur les paris hippiques en dur. Il ne faut pas que dans l'activité online, le PMU, qui est quand même le deuxième opérateur online sur les paris sportifs, continue à investir à perte pour essayer de faire pièce à la Française des Jeux. C'est totalement absurde et je pense que la privatisation va être un moment important pour bien séparer les deux activités. La position des acteurs. On entend dire il y a des réunions qui se tiennent ici et là à l'initiative de tel ou tel responsable des sociétés mères, à l'initiative de tel ou tel sénateur ou sénatrice, et on entend dire qu'il y a un projet de plan stratégique pour l'ensemble de la filière. Ce sont des sujets qui sont abordés depuis 2012, depuis les premiers rapports qui ont été produits. Mais encore une fois,
Ce plan stratégique n'a jamais vu le jour. Pour l'instant, il y a un projet qui est sur la table, c'est le projet Equistratis. Nous avons fait une analyse stratégique complète de la situation, nous avons des solutions qui sont proposées, et ces solutions pourraient permettre à la filière de bénéficier du développement des activités hippiques dans le monde, plutôt que d'être dans une situation de repli, de retrait et d'angoisse, ce qui amène, encore une fois, à développer des activités comme les paris sportifs et le poker, qui sont dangereux et mortifères pour la filière. Là aussi, il est important, demain, qu'il y ait une réunion de toutes les volontés autour d'Equistratis, et c'est pour ça qu'il faut qu'on augmente le nombre d'adhésions d'Equistratis. On est à peu près à 700 adhérents. Il faut qu'il y en ait encore plus demain, pour bien montrer que les socioprofessionnels qui en font partie ont décidé ou décident de leur avenir en toute indépendance, sans être soumis à la tutelle du PMU, qui n'est pas transparent, qui dénie une réalité qui est pourtant évidente et qui continue à dépenser un argent qui est l'argent de la filière sans véritablement de contrôle. Et c'est pour ça qu'il nous semble essentiel, et c'est ce que nous plaidons auprès des différents ministères, que l'État, à travers principalement le ministère du Budget, mais aussi le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports, diligente un audit et qu'il confie une mission pour redresser l'ensemble de la filière et pour piloter pendant la durée de cette mission l'action de redressement. Le redressement ne viendra pas des deux sociétés mères. Les deux sociétés mères sont en fait plus sous la tutelle du PMU qu'elles n'exercent véritablement la tutelle du PMU. Pour une raison bien simple et qui ne tient pas aux hommes. Encore une fois, les hommes font tout ce qu'ils peuvent et je leur tire mon chapeau ce soir. Ils se débattent dans une situation extrêmement difficile. Mais comment voulez-vous qu'ils arrivent à contrôler une entreprise qui fait plus de 10 milliards de chiffre d'affaires et qui leur restitue le solde de tout ce qu'ils ont dépensé sans que véritablement il y ait la possibilité de réorienter la politique du PMU. Le PMU fait des économies et réinvestit ces économies dans des opérations publicitaires ou de marketing. Alors vous me direz, il y a des conseils d'administration, et Xavier Hurstel, avant de partir, ne cessait de dire que de toute manière, il avait un conseil d'administration et il ne faisait que suivre les décisions de ce conseil. Mais encore une fois, si véritablement il y avait une prise en main du PMU, on ne serait pas dans cette situation de maintien de coûts d'exploitation, de dépenses pour des activités à perte depuis 5 ans. C'est quand même tout à fait sidérant. Donc il est important, et comme l'État a la tutelle du secteur hippique, que l'État prenne ses responsabilités, qu'il diligente un audit et qu'il confie à une personnalité qui doit être un chef d'entreprise la mission de redresser la situation. Nous sommes intimement convaincus que la situation du secteur hippique est loin d'être compromise, bien au contraire. Mais il faut arrêter de dépenser l'argent de manière tout à fait contestable et il faut reprendre la main sur un GIE qui est devenu beaucoup plus puissant que ses actionnaires. Pour finir, je voudrais vous rendre compte des différents contacts que nous avons. Nous avons rencontré le ministère des Sports, le ministère de l'Intérieur, nous allons au cabinet du ministre du Budget dès lundi. Nous rencontrons les députés et les sénateurs qui s'intéressent à la filière hippique. Notre objectif, c'est d'expliquer le projet que nous développons et de faire en sorte que chacun, à son niveau, prenne les responsabilités qu'il doit prendre. On a une écoute vraiment attentive. Au ministère des Sports, on a déjà fourni depuis des éléments complémentaires. Et je crois que c'est une approche nouvelle que depuis des années, ils entendent un discours qui ne correspond pas au nôtre. C'est un discours qui est fondé sur la logique présentée par le PMU, qui veut que les paris hippiques sont en déclin, qu'il y a une sociologie de joueurs vieillissante, qu'il faut donc aller chercher des joueurs beaucoup plus jeunes, notamment vers les paris sportifs, et que donc c'est en développant les paris sportifs que l'on va sauver le soldat PMU et donc les sociétés mères. Encore une fois, la réalité démontre exactement le contraire. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas eu les investissements nécessaires dans le domaine hippique. Je vous rappelle que ce n'est qu'en 2016 qu'il y a eu un plan de modernisation des différents points de vente. Il faut poursuivre, il faut digitaliser, il faut développer l'innovation, il faut faire en sorte que les paris hippiques qui ont encore beaucoup d'attrait en aient encore plus demain. Comment peut-on imaginer
qu'à Hong Kong, en Australie et dans la plupart des pays du monde, les paris hippiques soient en croissance et qu'ils continuent à décliner en France. C'est qu'il y a un problème stratégique. Donc ce discours, nos interlocuteurs dans les ministères l'entendent, mais il faut les amener maintenant à prendre des décisions qu'ils ne sont pas habitués à prendre. Parce que c'est une tutelle lointaine. Jusqu'à une époque récente, le PMU rapportait de l'argent. Donc il n'y avait pas de problème de pilotage. Aujourd'hui, il y a un problème de pilotage. Donc nous insistons là-dessus et je pense que d'ici la fin de l'année, nous aurons engagé un autre processus de restructuration de la filière que celui qui n'est pas proposé par le PMU et que les sociétés mères ont du mal à mettre sur le devant de la scène, puisque je l'ai rappelé au début de mon intervention, les sociétés mères, pour l'instant, elles cherchent des économies sur elles-mêmes, mais elles n'ont pas véritablement mis en demeure le PMU de faire les économies nécessaires. Et elles n'ont pas lancé non plus l'audit qu'elles auraient dû lancer. Le dernier audit en date, c'est l'audit qui avait été fait par la société McKinsey, c'était l'année dernière. On n'a pas vu les conclusions de cet audit, et je pense que là aussi, il faut avoir beaucoup plus de transparence. Le fait que tout ce système soit un système opaque est un véritable problème. On n'arrivera à redresser la situation que si on crée de la transparence. Nous avons écrit au président du Gallo il y a quelques semaines pour demander la communication d'un certain nombre de documents. Bon. Les documents qui ont été communiqués sont très insuffisants par rapport aux obligations de transparence qui doivent être celles que respectent les sociétés mères. Ce sont des documents administratifs qui doivent être connus du public. Le rapport d'activité de chaque société mère devrait être public. Mais cherchez le rapport d'activité du Trot et du Gallo, vous ne le trouverez pas. Et quand vous le demandez, pour le budget 2017, on m'a envoyé une feuille 21-29-7. Donc, si vous voulez, ce sont aussi des habitudes de transparence que n'importe quelle entreprise cotée a, parce qu'elle est obligée d'être transparente. Pourquoi ? Parce que les actionnaires, le respect des actionnaires et la législation fait qu'il faut que toutes les informations soient disponibles. Là, on est dans un monde où les informations ne sont pas disponibles. On ne peut pas redresser la situation tant qu'on n'a pas la disponibilité des informations. Et c'est comme ça qu'il y a une désinformation massive sur les paris sportifs, que le PMU continue, quoi qu'il arrive, à dire que c'est rentable et ce sera encore plus rentable demain. 2 chiffres quand même. Le poker et les paris sportifs en 2016 ont rapporté 62 millions de marge brute pour un total d'enjeux d'un peu plus de 800 millions. Ça a donné une perte en marge nette de 12,5 millions. Donc ça veut dire qu'entre 62 millions positifs et 12,5 millions négatifs, il y a 74,5 millions de coûts qui ont été affectés au poker et aux paris sportifs. Est-ce que ce sont des coûts directement affectables à ces jeux ? Est-ce que ce sont des coûts de structure du PMU qui ont été affectés à ces jeux ? Personne ne le sait. C'est totalement anormal. Quand j'ai dit plusieurs fois de suite qu'il fallait une comptabilité analytique digne de ce nom, on m'a répondu « mais on a une comptabilité analytique et on a un contrôleur de gestion extérieur ». J'ai jamais vu dans une entreprise un contrôle de gestion externe. Le contrôle de gestion, il est interne, sinon l'entreprise ne peut pas être pilotée. Donc voilà, je pose la question, comment passe-t-on de 62 millions de marge brute à 12,5 millions de pertes nettes, qui cette année vont être comprises entre 15 et 18 millions. La perte cumulée depuis 2010 est de 123 millions, pour un total de pertes des 2 sociétés mères de 300 millions. Alors, je veux bien qu'on m'explique que demain, on va raser gratis, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est pour ça que s'il y a une transparence, s'il y a communication d'informations, on pourra débattre, on pourra prendre des décisions. Comment voulez-vous que des décisions soient prises dans un système opaque ? Les sociétés mères sont aveugles, et je ne suis pas loin de penser que l'État est aussi aveugle. Donc à un moment donné, qui va payer ? C'est les socioprofessionnels. Ça a déjà commencé. Baisse de 10% des allocations au galop. C'est-à-dire qu'au lieu de soigner les causes de la fièvre, on fait baisser le thermomètre. Voilà ce qui est en train de se passer dans la filière hippique. Que vous dire encore ? Je vais surtout répondre à vos questions. On a commencé à rencontrer des personnalités qui pourraient assumer cette mission, à la fois d'audit et de restructuration du secteur, en respectant, encore une fois, et je tiens à le dire, l'identité de chaque société mère. Il n'a jamais été question de remettre en question l'existence de ces sociétés. Au contraire, notre objectif, c'est de leur redonner le pouvoir qu'elles ont perdu. Mais pour ça, on a besoin de passer par cette étape de restauration d'une situation
qui est devenue dangereuse, opaque, et qui justifie toutes les désinformations. Donc nous avons commencé à rencontrer, ça reste une activité discrète, vous le comprendrez bien. Ce n'est pas un secteur qui excite les foules, c'est un secteur compliqué, qui n'a pas forcément une image excellente, ce qui veut dire qu'au passage, il faudra aussi restaurer l'image du secteur hippique auprès des investisseurs, auprès des chefs d'entreprise, auprès de tous ceux qui aujourd'hui se demandent ce qui se passe. Alors on parle de dopage, il y a plein de sujets qui sont montés en graines, même s'il y a des cas qui méritent d'être critiqués. Mais ce qu'il faut surtout, c'est redonner confiance au secteur, redonner confiance aux turfistes et redonner confiance aux socioprofessionnels. Sinon, demain, on va avoir une espèce de collapsus progressif dans un environnement où il y a plein d'initiatives et aucune qui aboutit. Alain Perfit, dans Le Mal français, parlait de l'immobilisme convulsionnaire de l'administration française. Eh bien, on est actuellement dans une situation d'immobilisme convulsionnaire. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais il n'y a pas de décisions qui sont prises. La volonté d'Equistratis, c'est de faire prendre les bonnes décisions. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Moi, je pense qu'il est tout à fait nécessaire. Qu'il y ait un débat public avec le PMU. Parce que nous avançons des choses que nous avons vérifiées dans les comptes qui sont disponibles, mais tout n'est pas disponible. Donc moi, je pense que le moment est venu maintenant qu'il y ait une explication publique. Le PMU a peut-être des arguments que je ne connais pas. Moi, je laisse toutes les chances à la discussion. Encore faut-il qu'il y ait une discussion. Aujourd'hui, c'est ce que dit Equistratis, c'est n'importe quoi. Les paris sportifs, c'est l'avenir. Donc il ne faut surtout pas les céder. Ça serait une erreur grave. Voilà ce que l'on entend dire. Discutons-en devant un public qui est là ce soir et certainement d'autres personnes qui seront intéressées. Ouvrons le débat public. Ce débat n'existe pas. Et c'est vraiment dommage. Vous aviez, la dernière fois, dit que vous alliez faire une approche pour trouver éventuellement un grand patron pour piloter tout ça. Et vous avez fait une approche ou pas ? C'est ce que je viens de dire. Hein, c'est-à-dire qu'on a commencé à prendre des contacts avec des personnes qui pourraient assumer cette mission. Maintenant, on ne met pas ça, je dirais, sur la place publique. Oui. Excusez-moi, mais la dernière fois, on a eu exactement les mêmes propos. C'était juste pour savoir s'il y avait une approche beaucoup plus concrète, beaucoup plus sérieuse. En donnant des noms, par exemple, je ne sais pas. Ah non, mais vous comprenez bien que je ne vais pas donner des noms aujourd'hui tant que les personnes concernées n'ont pas approuvé, d'une part, tant que l'État n'a pas validé le choix de ces personnes. On n'est quand même pas, je ne vais pas dire, mais monsieur Untel va s'en occuper. C'est un processus qui nécessite l'accord de l'État. Pour que l'État donne son accord, il faut que les candidats qu'on va proposer soient des candidats dont on a vérifié la capacité, ça, on s'adresse à des gens qui ont la capacité, l'envie de faire, et que l'État derrière valide. Donc on ne peut pas, encore une fois, lancer des noms comme ça tant que ces différentes étapes ne sont pas conclues. Mais je peux vous dire que des patrons, il y en a un certain nombre qui ont l'habitude de s'attaquer à des problèmes difficiles, mais là, le problème est d'autant plus difficile qu'il y a une véritable opacité. Donc, le patron qui va accepter ce type de mission, si tant est que l'État l'accepte, il va falloir qu'il ait de vrais pouvoirs. Donc, ça va heurter aussi certaines sensibilités. Donc, il faut en même temps le faire accepter aux sociétés mères. Je ne suis pas sûr que les sociétés mères soient fortement contre. Mais enfin, a priori, elles disent à juste titre, on est légitime, il faut qu'on fasse notre boulot. Donc, on rencontre très prochainement avec Donatien, Édouard de Rothschild et Olivier Deloy. Donc, on va expliquer pourquoi ça nous semble nécessaire. Vous savez, quand il y a une situation de blocage, il faut faire venir une personne de l'extérieur qui prend sur lui
de mettre le doigt là où ça peut faire mal. Parce que souvent, de l'intérieur, c'est très difficile. Et ça se comprend. Les sociétés mères ont suivi certaines décisions du PMU, donc il faut que ce soit une autre personne qui vienne, qui mette à plat, qui écoute tout le monde. Le but n'est pas de stigmatiser telle ou telle personne, de faire sortir les choses et de prendre de bonnes décisions. Donc la dernière fois, j'ai dit que c'était notre intention, c'était le 24 juillet. On a commencé à prendre des contacts, mais on est dans une phase où forcément il faut être prudent. Parce que imaginez que je vous dise, ah ben oui, tiens, on a rencontré monsieur Untel. Bon, monsieur Untel, demain, il est tout à fait fondé à faire un communiqué, dans la mesure où la décision n'est pas encore prise, en disant, mais comment, de quoi on me fait dire des choses que je n'ai pas encore acceptées, ou je ne suis pas encore missionné. Voilà, donc c'est une époque compliquée, mais on avance. Écoutez, il y a des gens qui ont la compétence. Des gens qui ont la volonté, on va en trouver. Maintenant, il faut aussi que l'État leur donne les moyens. Parce que trouver les gens, c'est une chose. Faire en sorte que ces personnes aient envie d'y aller, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est négocier avec l'État la mission et que cette personne, et là où les personnes que l'on trouvera, il faudra qu'elles aient les moyens nécessaires et qu'elles aient les garanties nécessaires pour mener à bien leur mission. Sinon, qu'est-ce qui va aller se mettre dans une situation où peut-être ils n'auront pas les moyens nécessaires? Quand je dis moyens, c'est les moyens en termes de mission, ce n'est pas les moyens financiers. Est-ce que dans le juridique actuel du GIE, l'État pourrait imposer cette solution? L'État peut, dans la mesure où il a la tutelle du PMU et des sociétés mères, rien n'empêche l'État de missionner une personne pour aller approfondir une situation de crise quelque part. L'État l'a souvent fait dans la sidérurgie, dans plein d'autres domaines. En général, c'est un système qui est... Ben oui, mais justement, on essaie d'aller vite. Mais c'est pas... Là, déjà, on a perdu du temps. Enfin, quand je dis « on », c'est le système a perdu du temps. Là, il faut aller relativement vite. Mais aller relativement vite, encore faut-il qu'on ait trouvé les personnes, que les personnes aient accepté et qu'elles aient les moyens nécessaires. Après, l'État peut dire, voilà, on confie telle mission, c'est une lettre de mission, à telle personne pour une durée de 1 an ou une durée de 18 mois, pour faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. À partir de là, la mission s'impose aux entreprises ou aux organismes, puisque les sociétés mères sont des associations qui, à ce moment-là, seront obligées. Mais il faut aussi en discuter avec elles. Ça ne peut pas se faire dans leur dos. Il faut que tout le monde, je dirais, prenne conscience que la situation aujourd'hui est telle que c'est pas en continuant, comme disait De Gaulle, à sauter sur sa chaise comme un cabri en disant Paris sportif, Paris sportif, Paris sportif, que demain, les paris sportifs vont nourrir la filière. C'est impossible. Si vous permettez, deux questions. La première par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Karl. Si vous ne pouvez pas nous donner de nom ou d'approche, pouvez-vous nous indiquer ce que vous entendez par l'accord de l'État et à quel niveau? On est sous tutelle d'un certain nombre de ministères et j'aimerais bien que vous nous précisiez quel est cet État qui doit nous donner, qui doit vous donner un accord par rapport à la personne. Ça, c'est ma première question immédiate. Ma deuxième, vous nous parlez d'une manière récurrente de transparence. Il faut gagner la transparence pour pouvoir répondre à toutes les difficultés. Ça m'interpelle et je voudrais vraiment que vous nous expliquiez comment on va pouvoir aller vers cette transparence des sociétés mères, sachant que tous les socioprofessionnels ici présents dans la salle sont représentés au niveau des sociétés mères. Donc, logiquement, ils devraient pouvoir nous apporter cette transparence. Et voilà, je suis un petit peu, j'ai un petit peu ce sentiment exprimé tout à l'heure que on réentend ce soir les mêmes choses qu'au mois de juin et que l'avancée ne me semble pas si évidente. J'en suis désolé, hein, c'est un sentiment tout à fait personnel. Et j'ai oublié dans ma première question de vous reparler justement par rapport à l'État. On avait évoqué un aspect interministériel. Donc ça rejoint ma première question. J'aimerais vraiment que vous nous précisiez de quel État on attend l'autorisation. Bon, je vais vous répondre très clairement à votre question. L'État, il y a 6 ministères qui suivent le secteur hippique. Il y a un ministère principal, c'est le ministère du Budget. Derrière le ministère du Budget, vous avez le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur. Il y a aussi le ministère des Sports, il y a le ministère de l'Économie et le ministère de la Santé.
Donc l'État, c'est aussi de faire en sorte que ces différents ministères aillent dans le même sens. Il est certain que le ministère leader dans cette affaire, c'est le ministère du Budget. Donc nous le voyons en début de semaine prochaine. Donc l'État est représenté par l'ensemble des ministères qui ont la tutelle du secteur. Deuxièmement, l'absence de transparence. Quand la source des revenus des deux sociétés mères se situe au niveau du PMU et qu'on n'est pas capable de dire exactement d'où provient la perte des paris sportifs, quand on n'est pas capable d'expliquer quels sont les contrats qui sont passés avec les opérateurs à l'international, moi je veux bien, si les sociétés mères ont les éléments, elles auraient dû réagir beaucoup plus tôt. Elles ne l'ont pas fait. Et on a fait découvrir à M. de Bellègue qu'il y avait une perte sur les paris sportifs. C'est dans ses comptes. Alors si vous voulez, la transparence, c'est de faire en sorte qu'on prenne conscience des réalités et que l'on arrête de considérer qu'il faut dénier la réalité et continuer sur une voie qui est un cul-de-sac, tout simplement. Alors, quand vous dites qu'en plus, on n'a pas avancé depuis le mois de juillet, on a remis notre rapport à la fin du mois de juillet, c'est un projet. Et j'avais dit que l'on consacrerait le deuxième semestre à aller rencontrer les uns et les autres pour expliquer. Maintenant, si vous savez, il y a un point dont je n'ai pas parlé, c'est la TVA. Et je pense que ce point vous intéresse. La TVA, on a des questions écrites au ministre et des réponses ministérielles qui nous disent que ça évolue très vite à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une vraie transparence là-dessus ? Qui a dit que la Commission avait remis une directive le 4 octobre 2017 au Parlement et aux États membres sur l'évolution de la directive TVA ? Dans cette évolution de la directive TVA, il n'y a strictement rien qui concerne le secteur hippique. Et on entend dire, de la part des uns et de la part des autres, que les choses avancent. Alors la transparence, c'est aussi de dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, la seule chose que l'on peut dire, c'est que dans un rapport de la Commission d'avril 2016, il est dit qu'il faudrait faire évoluer le système des taux de TVA et qu'il y ait des taux réduits qui soient éventuellement renégociés. Pour l'instant, la proposition législative de la Commission ne s'intéresse qu'à la TVA transfrontalière et à la lutte contre la fraude. Il y a 50 milliards de TVA qui disparaissent chaque année. Donc la Commission essaye de récupérer 50 milliards de TVA. Ça ne concerne absolument pas la filière équine. Donc la transparence, c'est de dire les choses et de ne pas faire croire que les choses avancent quand elles n'avancent pas. Une question d'Hugues Lecoq, que répondre aux membres de la SECF qui vous accusent de mettre en évidence les problèmes sans proposition concrète pour les socioprofessionnels ? Les seules propositions concrètes que l'on ait aujourd'hui, c'est aussi bien au galop et au trot, une diminution forte des encouragements au galop et des économies qui vont se traduire aussi par une érosion sur ce qui est reversé aux socioprofessionnels. Mon travail et notre travail, c'est pas d'agir uniquement sur le budget du trot et du galop, c'est de faire en sorte que le trot et le galop aient des ressources suffisantes pour pouvoir répondre aux besoins des socioprofessionnels. On n'a pas pris le problème par l'interne, on a pris le problème par l'origine des fonds. Que je sache, il est quand même plus important d'assurer une rentabilité à l'ensemble des deux sociétés mères que de continuer à réduire et de commencer à réduire les allocations des socioprofessionnels sans prendre en considération le problème de l'origine de la ressource. Donc on s'attaque à ce qui est prioritaire. Oui, bonsoir. C'est une question qui rejoint un peu celles qui ont été posées avant. Quelle est la forme juridique en fait de France Gallo et du trot ? Et pour quelles raisons est-ce que cette forme juridique a été choisie ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à fusionner les deux sociétés ? Alors, la forme juridique du trot et du galop, c'est deux associations. Hein. Oui, mais je pense qu'il n'est pas bon de fusionner les deux sociétés.
C'est deux mondes qui ont, je dirais, des traditions, des savoir-faire très particuliers, une réglementation très particulière. Au contraire, il faut préserver l'identité de chaque secteur. Mais par contre, il faut unifier l'approche de la ressource, c'est-à-dire le pilotage du PMU, et faire en sorte qu'elle garantisse une ressource suffisante pour exister demain. Sinon, il y aura un véritable problème, parce que même avec les économies qui sont engagées au niveau de France Gallo et au niveau du trot, ça ne suffira pas. Si la ressource continue à baisser, il faudra à nouveau l'année prochaine faire des économies. Et comment on fera ? C'est pour ça que la priorité, elle porte surtout sur la préservation d'une ressource suffisante et une relance de l'activité hippique, plutôt que sur une restriction qui a déjà commencé sur les budgets des deux sociétés mères. Ceci étant posé, il y a des économies à faire. C'est clair, et les économies peuvent et doivent être faites. Mais il faut qu'elles soient faites sur une période de 2 ou 3 ans, concomitamment avec une remise en ordre du PMU et des choix stratégiques qui n'ont pas été faits. On ne peut pas continuer à traîner les pertes que l'on traîne. Quand on me dit que les choses n'ont pas avancé, c'est sûr, elles n'ont pas avancé au niveau du PMU. Ça, c'est clair. Donc on a les mêmes problèmes. Comme on a les mêmes problèmes, on pousse les solutions qu'on a déjà présentées. Et on essaie de convaincre la tutelle. Parce que tant qu'on n'aura pas convaincu la tutelle, les choses ne bougeront pas. Alors, il y a plus de 100, juste pour vous signaler, il y a déjà plus de 100 personnes qui écoutent sur Facebook. C'est au moins le double que de la première réunion. Donc c'est important aussi pour eux, qui sont très très attachés à ce qui se passe ce soir, de bien me demander le micro pour poser les questions. Tiens, pour ça que je vais le reposer. La démission de Durstel, c'est déjà une bonne évolution, non ? Monsieur Hurstel a démissionné, ça lui appartient. Ce que l'on observe, c'est qu'il a démissionné en expliquant que tout allait très bien dans le meilleur des mondes, que le PMU était rétabli, mais moi je pense qu'il est parti parce qu'il n'arrivait pas à faire évoluer les choses comme il l'aurait peut-être voulu. Mais encore une fois, je ne commenterai pas les démissions, parce que ce sont des choix qui sont personnels. Il a peut-être d'autres raisons qui ont fait qu'il est parti. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un chasseur de tête qui cherche un remplaçant à M. Hurstel. Je pense que c'est la suite logique des choses, mais le plus urgent, c'est d'avoir quand même cette mission de réorganisation et d'audit qui, aujourd'hui, est bien prioritaire par rapport au remplacement de M. Hurstel. Alors j'ai beaucoup de questions à poser, donc je vais essayer de résumer. Premièrement, qu'est-ce qu'Equistratis a pensé de la lettre foudroyante adressée par Gérard Augustin Normand, propriétaire éminemment connu, éminemment important, même s'il est très discret par nature, et donc une lettre qui a été d'autant plus étonnante que par nature c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement peu. Deuxièmement, on a la semaine dernière à la réunion de la Selco, tout le monde disait que le problème à France Gallo, puisque c'est une association de galopeurs, c'était les masses salariales, et les gens disaient ah bah oui mais il nous coule, mais c'est comme ça, on peut rien faire puisque ce sont les conventions collectives. Est-ce que vous avez d'autres solutions? Et enfin, les programmes qui ont été déstructurés, dénaturés, complètement détruits dans toutes les régions de France pour permettre, enfin, soit dit pour offrir aux gens les possibilités de jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais qui ont déserté complètement les hippodromes. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de reconstruire un programme tout en conservant une masse d'enjeux suffisante? Merci. Bon, ça fait des questions lourdes. Bon, première question, j'ai trouvé que la lettre de Gérard Augustin Normand, elle est dans le sens d'une remise en question d'un système à bout de souffle. Je ne ferai pas plus de commentaires sur cette lettre que j'ai trouvée personnellement courageuse. Effectivement, d'une personne qui se met peu en avant d'habitude. Ça va dans le sens des échos que l'on a de grands propriétaires, d'éleveurs, d'entraîneurs, qui de plus en plus se rapprochent de nous. Alors ils le font certains dans la discrétion, d'autres le font ou vont le faire demain de manière beaucoup plus officielle, mais il y a une nécessité de remise en cause, et là je rejoins la deuxième question, on ne peut rien faire. Voilà, on ne peut rien faire. Alors imaginez que sous prétexte qu'il y a des conventions collectives, on ne restructure jamais aucun secteur d'activité. C'est totalement absurde. Et d'autant plus que là, c'est un secteur d'activité qui est sous la tutelle de l'État. Donc il y a des solutions. Si demain, il y a certains départs,
je ne dis pas que je les souhaite, mais je dis que ça peut se produire, eh ben, il faudra trouver les solutions qui conviennent, l'État pourrait y prendre sa part. Si demain il y a une cession des paris sportifs, même si le PMU ne cesse de dire que ça ne vaut rien, d'ailleurs c'est assez contradictoire. Il dit que le secteur des paris sportifs, ça ne vaut rien, et en même temps ils veulent les garder. Alors je ne comprends pas très bien, là, mais bref. Donc si demain on cède, le PMU cède les paris sportifs, il y aura une rentrée financière que je ne peux pas chiffrer ici, mais qui permettra peut-être de faire face à des situations de réorganisation et de rééquilibrage social. Il y a une chose évidente, en tout cas, c'est que les niveaux de salaire qui est atteint au PMU, mais aussi à France Gallo et aussi au TRO, sont des niveaux de salaire moyens qui sont très élevés. On ne peut pas être durablement dans un système en déclin avec des salaires aussi élevés. Il y a un problème de réorganisation. Et la convention collective n'a jamais été un empêchement pour réorganiser. Par contre, il faut trouver les moyens pour faire face aux investissements qu'il faudra faire à ce moment-là. Mais il vaut mieux investir demain, et je pense que l'État préférera qu'il y ait un investissement et qu'après ça se restaure, plutôt qu'un système qui continue à décliner et qui affecte aussi les recettes qui reviennent au budget de l'État, au passage. Voilà. La troisième question, je l'ai perdue en route. Alors les programmes, ça c'est un grand sujet que je n'ai pas abordé, que je voulais aborder. Le PMU et les sociétés mères nous ont dit qu'ils avaient un modèle statistique. On sait maintenant que ça n'a rien à voir avec le modèle qu'on a construit. C'est un modèle qui est utilisé pour rapprocher des éléments statistiques et pour essayer d'optimiser la séquence des paris les uns après les autres. Nous avons bâti un modèle économétrique qui essaie de relier les variables aux enjeux. Quelles sont les variables qui feraient demain, si on les faisait bouger, que les enjeux augmenteraient ou baisseraient? Donc notre modèle, il est là, il est sous le coude. C'est un modèle qui peut refonder complètement le système de programmation. Pour cela, il va falloir que aussi bien le TRO que le Gallo acceptent de s'y pencher. Pour l'instant, ils veulent pas trop regarder, parce que là, tout ce qui est programmation, c'est un sujet, on m'a même dit que lors d'une réunion récente, certains estimaient qu'il fallait pas utiliser l'informatique et que la programmation avec la gomme et le crayon, ça marchait très bien. Ça m'a été rapporté. Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui pourraient en dire un petit peu plus. Voilà, tout ce qui est programmation, c'est un débat en soi. Mais là, il faut que les deux sociétés mères, que nous, et qu'éventuellement d'autres spécialistes se mettent ensemble. Il faut reprogrammer. Tout comme les jeux, l'inflation des jeux, la dilution des masses, c'est pas quelque chose que l'on a inventé pour enquiquiner le monde. Tout ça, cumulé, font que demain, et la baisse des allocations, il y aura des partants de moins en moins nombreux, notamment au galop. Donc des situations de déséquilibre total au niveau des paris. Je vous signale qu'à l'international, quand il n'y a que 5 ou 6 partants, alors là, ils ramassent la mise très largement, les joueurs professionnels. Donc c'est des déséquilibres successifs qui font qu'il faut arrêter la mécanique et il faut reprendre complètement, remettre à plat la programmation. Je sais qu'il y a un groupe de travail à l'initiative de Pascal Boé, il y avait une vingtaine de personnes l'autre jour. Nous étions représentés, Pierre-Joseph Goetz était là, puis je crois que Pierre Belloche n'a pas pu y aller. C'est un vrai sujet, mais tout ce qui est programmation, il faut mettre en place des groupes de travail qui travaillent, et qui travaillent d'arrache-pied. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Oui, je voulais vous demander, les contrôleurs d'État qui assistent à toutes les réunions du comité de France Gallo et de la société, depuis des années, qu'est-ce qu'ils ont fait et quel ministère il représente le contrôleur d'État qui assiste à ces réunions? Alors, je connais bien les contrôles d'État, puisque quand j'étais au budget, les entreprises publiques ou les secteurs sous tutelle de l'État étaient, je dirais, assortis d'un contrôleur d'État qui a pour mission numéro 1 d'informer la tutelle, d'une part. D'autre part, les contrôleurs d'État sont là pour contrôler un certain nombre de choses, l'application des règlements, des décrets, des arrêtés. Donc ils ont un rôle de contrôle de l'activité des sociétés sous tutelle. Mais de là à intervenir dans la stratégie, c'est pas leur job. C'est pas leur job, c'est pas eux qui décident. Oui, non, mais c'est en général, ils représentent à la fois la direction du budget et ils peuvent représenter d'autres directions de Bercy aussi. Mais c'est principalement la direction du budget. Donc ils sont là pour s'assurer de l'application de la réglementation. Ils sont pas là pour réorienter stratégiquement les choses. C'est pas leur job. En ce qui concerne la réunion dont vous avez parlé, j'ai fait partie de cette réunion puisque je suis le représentant du syndicat des propriétaires. Et je peux vous dire que c'est quand même une réunion qui a bien fonctionné parce que
je crois qu'à l'unanimité, les gens ont été convaincus par tout ce qu'on nous a expliqué, en disant que telle course qui se court à Lisieux, elle va rapporter beaucoup plus que si elle se court au Mont-Saint-Michel. Et ça a été très important, et je crois que tout le monde en a pris conscience, et ça nous a paru un très beau travail. C'est une première approche, mais il faut aller beaucoup plus loin maintenant, et il faut utiliser toutes les compétences. Et encore une fois, le modèle que l'on a construit, lui, il a une approche plus macroéconomique, mais quand on a sorti de ce modèle qu'une augmentation du TRJ moyen de 1 point allait entraîner une augmentation plus forte des enjeux, tout ça, il faut l'appliquer globalement, il faut choisir les paris sur lesquels on va augmenter le TRJ, on ne va pas l'augmenter sur le simple. D'ailleurs, les seuls paris qui ont augmenté en 2017, c'est le simple, ils ont augmenté le TRJ d'1 point. Et l'augmentation, j'ai le chiffre ici, doit être de 8%. Par contre, sur tous les autres jeux, il y a eu une baisse. Donc c'est bien la preuve que autour de ces sujets-là, mais c'est un gros travail. Là, il faut mettre des spécialistes, il faut mettre des économistes, des statisticiens ensemble, et ça doit être fait communément. C'est-à-dire les deux sociétés mères et le PMU devraient créer un groupe de travail conjoint à qui on laisse toute indépendance pour faire des propositions. Après, les propositions seront acceptées ou pas, mais qu'au moins, techniquement et scientifiquement, les gens qui savent faire puissent le faire sans contrainte. Aujourd'hui, il y a un peu des contraintes à tous les étages. Hein. C'est-à-dire qu'en matière de programmation, et là, il est urgent de laisser la bride sur le cou aux spécialistes pour qu'ils fassent des propositions. Il y a des propositions à faire. Dimanche dernier, Paris Turf a publié les chiffres des enjeux sportifs. Globalement, c'était plus 23. Pendant le même temps, sur le PMU, les enjeux sportifs, moins 5. Oui. Comment on peut accepter, les sociétés peuvent accepter de tels résultats? Alors, sur les paris sportifs, c'est même plus 26. J'ai le rapport de l'Argel ici. Sur le PMU, c'est moins 5. Et le produit brut des jeux sur les paris sportifs, c'est moins 8. Moins 8. C'est absurde. Alors d'abord, que le produit brut baisse, déjà, comme les coûts du PMU sont très élevés, et que c'est un secteur très concurrentiel, on peut imaginer, sans trop de difficulté, que la rentabilité est d'autant plus faible que les coûts sont élevés. Maintenant qu'il y ait une baisse des enjeux pour les paris sportifs au PMU, alors qu'ils augmentent de 26% au niveau global, là il y a quelque chose qui est incompréhensible. Et si on mettait en relation les investissements publicitaires faits pour les paris sportifs au PMU, et ce résultat qui est quand même assez mauvais, là, on pourrait se demander si ce sont des bons investissements publicitaires. Parce que, admettons que l'on garde les paris sportifs, au moins que le PMU ait une croissance équivalente à celle du secteur d'activité. Si le PMU avait une croissance des paris sportifs, des enjeux de 26%, peut-être que là, on regarderait les choses un peu différemment, mais ce n'est pas le cas. Et plus ça va, plus ça perd de l'argent. Mais je reviens à la transparence. Le PNU continue, mais quoi qu'il arrive, à dire que c'est un investissement utile, qu'en ouvrant les paris sportifs, on va chercher des joueurs pour les paris hippiques. Alors que l'Argel dit elle-même que ceux qui jouent aux paris sportifs et aux paris hippiques, c'est pratiquement pas le même public. Il y a un faible recouvrement. Donc c'est un investissement pour aller chercher des parieurs pour les paris hippiques, qui ne parient pas ou très peu sur les paris hippiques, et qui parient sans rentabilité pour le PMU sur les paris sportifs. Il y a quelque chose qui est incompréhensible. La seule chose que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas dirigé. Si c'était dirigé, on aurait, je pense, d'autres résultats, ou des décisions auraient été prises. Alors, ce que je dis ne plaît pas, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Là encore une fois, on ne peut pas dire qu'il y a transparence quand il continue à y avoir une désinformation systématique. Il ne peut plus y avoir de désinformation le jour où les chiffres sont étalés. Sur le sujet des paris sportifs, c'est un sujet qui a l'air systémique, qui a l'air de tendre un peu tout le monde. Ce qu'on sait, c'est que la Cour des comptes s'est clairement exprimée sur le sujet. La moitié des opérateurs ont mis la clé sous la porte depuis 2010, il faut savoir le dire. Que les pertes cumulées de l'ensemble des opérateurs de mémoire en 2015, c'était 222 millions d'euros. Et on va jusqu'à penser que si l'activité des paris sportifs existe encore au PMU, c'est parce qu'il y avait du cash flow
et de la trésorerie, et donc l'activité des paris hippiques, a drainé et a permis peut-être même de conserver en perfusion l'activité du sportif. Alors, on n'a rien du tout contre les paris sportifs. J'y pense même que quand on a des chevaux de course, qu'on élève des chevaux, etc., on adore le sport. Et les paris sportifs, il n'y a aucun problème pour nous existentiel. Il faut bien comprendre qu'on a un taux de retour joueur qui est à 85%. Donc, il y a des marges, il y a une guerre concurrentielle qui est liée au TRJ, qui est pratiquement de 10 points supérieur au paris mutuel. Quand vous avez une fiscalité de 10%, il vous reste 5% de marge brute, et là, vous avez vos coûts de fonctionnement. Alors, culturellement, chacun comprendra ce qu'il souhaite. Ce qui est clair, c'est que quand vous avez 5% de marge d'exploitation, eh ben, mécaniquement, vous avez beaucoup de difficultés à sortir une marge nette. Point. Donc, il faut des structures flexibles, légères et réactives sur ce type d'activité. Chacun comprend ce qu'il souhaite. Oui, bonjour. J'aurais voulu avoir votre sentiment, parce que c'est un sujet qui commence à venir sur la table un peu plus souvent. Dans l'avenir, est-ce qu'il faut qu'on garde les sociétés mères sous forme d'association de 1901, ou est-ce qu'il faut qu'on passe à une autre forme juridique, une forme de société SA ou autre chose? Et pour le PMU, la même chose, sachant que je pense qu'aujourd'hui, un président de société de course aujourd'hui devrait être rémunéré, parce que c'est un boulot à temps complet déjà. Donc je vois pas comment on peut faire un boulot à temps complet sans être rémunéré aujourd'hui. Et puis bon, je vois que la politique en ce moment, c'est un petit peu ce qui se passait dans le septennat avant, enfin le quinquennat avant. C'est des petits bouts par petits bouts. Là, on est en train de voir pour les petits propriétaires la TVA pour pas leur faire de cadeaux. On baisse un petit peu les épreuves de requalification. Enfin, c'est petits bouts par petits bouts, et on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment une politique de fond. Et bon, c'est le sentiment qu'on a depuis des années, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait encore aujourd'hui une politique de fond qui soit menée tout de suite. Difficile de vous répondre maintenant en vous disant il faut passer, je sais pas, à une SAS, il faut autoriser le PMU à investir et à emprunter. Bon, il y a pas mal d'idées qui circulent. Je crois que tout va dépendre aussi de cet audit et de cette remise à plat de la situation. Il n'est pas impossible qu'à l'arrivée, on change la forme juridique. Mais aujourd'hui, je suis incapable de vous dire. La seule chose que je sais, c'est que la forme juridique n'a jamais été un handicap quand l'organisme était bien géré. Voilà. Quand l'organisme est mal géré, la forme juridique n'est pas forcément la solution. Donc, gérons déjà mieux. Faisons en sorte que le PMU soit plus rentable et de réorienter les priorités au sein du PMU. Peut-être que demain, on s'apercevra qu'il n'est pas nécessaire de changer la forme juridique. Voilà. Bonjour, François Baucher, Ouest France. Vous parliez tout à l'heure de qu'on s'appelle un grand patron d'entreprise pour être missionné par l'État. Est-ce que ça pourrait être plutôt qu'un chef d'entreprise, un homme politique, par exemple Jean Arthuis, au hasard? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y avait une personne qui disait tout à l'heure, effectivement, qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'avancées, peut-être qu'on se trompe, depuis le mois de fin mai, début juin. Quelles sont vraiment les avancées d'Equistratis depuis ce temps-ci? Et troisième question, si vous aviez 3 premières propositions à émettre auprès de l'État, si vous aviez la possibilité d'avoir cette écoute, quelles seraient-elles? Alors, je ne suis pas du tout favorable à ce que ce soit un politique qui prenne en main la restructuration d'un secteur. Le politique a une fonction de représentation politique. Un chef d'entreprise, c'est un autre profil. Jean Arthuis a de grandes qualités. Jean Arthuis est président de la commission des budgets au Parlement européen. Je ne vois pas Jean Arthuis quitter cette fonction éminente pour prendre en main un secteur d'activité. Je pense qu'il ne le souhaiterait pas, ce qui n'empêche pas qu'il investit du temps et de l'influence pour faire en sorte que le secteur hippique soit mieux considéré. Donc, premier point, surtout pas de politique dans une affaire qui est une affaire, j'allais dire industrielle, mais en tout cas une affaire économique et de management. La France souffre depuis trop longtemps d'avoir des fonctionnaires et des administrateurs pour gérer des secteurs d'activité. Là, on est dans un secteur d'activité qui a la chance, depuis la loi de 1891, de fonctionner de manière autonome, sous la tutelle de l'État. Je pense qu'il faut à tout prix préserver cette autonomie. Et que, en plus, les problèmes qui sont mis en évidence sont des problèmes d'organisation, de management,
2 choix stratégiques. Et ça, les politiques ne sont pas faits pour ce job, et je pense qu'ils ne le souhaitent pas non plus. La confusion des genres, ça a toujours été quelque chose à éviter. Et je crois que Jean Arthuis répondrait la même chose que moi, ce qui n'empêche qu'il a un pouvoir d'influence, un pouvoir d'évocation important, et il est un des rares politiques à connaître cette filière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question est revenue plusieurs fois ce soir, il y a manifestement une attente considérable d'un changement. Pour qu'au bout de 3-4 mois, on me demande comment se fait-il qu'on n'ait pas déjà abouti. La réalité, et j'ai commencé mon propos par ça, c'est que non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais les sociétés mères ont été obligées de prendre des décisions qui vont dans un sens encore plus grave. Donc les problèmes que l'on a posés sont plus que jamais présents. On ne va pas, nous, association qui a 1 an d'existence, révolutionner un secteur qui est en crise depuis 6 ou 7 ans, en gros depuis les lois de 2010, et qui a été incapable de se réformer. Ou alors, il faudrait nous confier les clés du camion, et ce n'est pas notre objectif non plus. Notre objectif, c'est qu'il y ait des conducteurs au camion qui soient capables de le sortir de l'ornière. Ce n'est pas à nous de le sortir de l'ornière. Nous, par contre, on peut expliquer qu'il faut peut-être faire tourner le moteur autrement, qu'il faut peut-être choisir une autre route, et surtout qu'il faut avoir un nouveau chauffeur. Pour une période courte, de 1 an ou de 2 ans, mais une période qui permettra encore une fois de sortir de cette ornière. Donc, on ne va pas révolutionner un secteur qui est enlisé depuis plusieurs années. On va, par contre, on a un projet qui est précis, on fait en sorte que les pouvoirs publics prennent en compte ce projet, là où les sociétés mères et le PMU ont remis au mois de mai, parce qu'on pourrait leur poser la question, ils ont remis le 25 mai un plaidoyer pour une refonte complète du secteur hippique. Ce plaidoyer, il est extraordinaire. Il dit, bon, il y a une concurrence avec la Française des Jeux, la concurrence est déloyale, il faut augmenter fortement la fiscalité sur les jeux sportifs de 80% et baisser la fiscalité sur les paris hippiques. C'est-à-dire que ce plaidoyer est un plaidoyer qui renvoie la balle à l'État en disant à l'État, débrouillez-vous, nous on a fait tout ce qu'on pouvait. Eh bien nous on ne dit pas ça. On dit, vous n'avez pas fait ce que vous pouviez, parce qu'il faut d'abord agir au niveau du PMU, il faut vous restructurer aussi, et à partir de là, on trouvera une solution. Donc, on donne le cap qui n'a jamais été donné, puisque le cap qui a été donné jusqu'à maintenant est un cap qui aboutit, on le voit bien, à des décisions qui vont tout à fait à l'inverse de ce qu'il faut pour les socioprofessionnels. Et la troisième question, j'ai oublié. Proposition numéro 1, c'est de missionner le plus vite possible une personne pour faire la transparence, lancer un audit et prendre des décisions, et soumettre donc et aux sociétés mères et à l'État un train de décision qui manque aujourd'hui. Equistratis y participera, mais il n'y a pas qu'Equistratis, il y a beaucoup d'autres acteurs. C'est un moyen aussi de fédérer des acteurs qui partent un peu dans tous les sens les uns et les autres. Nous, on n'est pas pour une autonomie ou une indépendance absolue. La seule chose que l'on sait, c'est que nous, on est indépendants, et des sociétés mères et du PMU. Donc on a une liberté de pensée et de proposition que les autres n'ont pas. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une association de toutes les volontés, de toutes les énergies, plutôt que les uns et les autres passent leur temps à se tirer dans les pattes en disant c'est nous qui sommes légitimes, eux ils sont illégitimes, etc. Le moment devient critique. Il faut donc réunir les uns et les autres, mais autour d'un projet. Et là, nous plaidons pour notre projet. Donc, premier objectif, qu'il y ait un audit lié à ça. C'est un vrai contrôle de gestion, une vraie transparence, une vraie comptabilité analytique. Ça semble technique, mais tant qu'on n'y voit pas clair, comment voulez-vous savoir si vous faites du 80 ou du 140 si vous n'avez pas un tableau de bord? C'est ce qui manque là. Bon. Et puis, effectivement, troisième proposition, céder le poker et les paris sportifs, voir comment le céder pour refinancer la filière, pour faire face éventuellement à des problèmes sociaux qui pourraient survenir ou pour éviter que ces problèmes ne surviennent. Et derrière tout cela, une délégation interministérielle au niveau de l'État pour que la filière cheval soit représentée dans sa globalité. Aujourd'hui, il y a 6 ministères, il y a toutes les fois qu'il y a une réunion sur la filière cheval, il y a 5 ou 6 présidents. C'est complètement illogique. Il faut que la filière soit représentée au niveau de l'État par un délégué interministériel. Ça facilitera beaucoup de prises de décision. Excusez-moi, ouais. Je m'étonne un petit peu qu'on reproche à Equistratis de faire un peu du surplace. Ça fait quand même 3-4 questions que j'entends un peu comme ça.
Juste, je signale que c'est un travail colossal. Je ne sais pas si vous en rendez vraiment compte. Le travail qui a été fait par toute l'équipe là. Et a priori, on a trouvé plus de solutions en 8 mois de travail que les deux sociétés mères réunies depuis 20 ans, peut-être. Donc je pense que non, on fait pas du surplace, ça avance, mais c'est très très long et très compliqué. Voilà. Je dirais que les différents acteurs ne nous aident pas, mais ça on le savait, que ce soit le PMU ou les sociétés mères, elles n'ont pas une volonté farouche de nous faire le chemin. Mais le chemin, on est parfaitement capable de se le faire tout seul, et on fera en sorte qu'elles nous rejoignent. Excusez-moi, est-ce que vous avez directement et pertinemment provoqué un peu les portes de France Gallo et du Trot pour demander par exemple une réunion avec eux, pour proposer vos idées avec votre groupe de travail? Alors là, pour la première fois depuis l'histoire d'Equistratis, Rothschild est venu me voir dans le rond. C'est lui qui s'est déplacé pour venir me voir et justement nous demander un petit peu qu'on travaille avec eux. Donc on a un rendez-vous avec Jacques en tout petit comité parce que ça sert à rien qu'on soit 25 autour de la table. On a vu la pugilade Saint-Cloud. Je lui ai dit que j'avais pas du tout soutenu ce mouvement-là. Donc oui, ils viennent vers nous, mais en même temps, nos solutions qu'on a livrées le 24 juillet, il n'y en a pas eu une seule, Rothschild. Donc on va quand même lui proposer ce rendez-vous, on va lui apporter notre dossier, on va lui expliquer nos solutions en face à face, puisque c'est ça qu'il attend. Puis on verra si ça bouge derrière. Mais pour le moment, les sociétés mères n'ont pas l'air d'avoir vraiment envie de nous écouter. Si, de nous recevoir, oui, mais pas de nous écouter. Si, nous recevoir, si, ils commencent à s'intéresser de près au sujet, mais c'est une révolution intellectuelle. Il faut qu'ils fassent une révolution intellectuelle. Ils ne sont pas du tout habitués à ce genre d'approche. Ils sont habitués à des approches internes, il y a des comités, il y a des élections, donc je dirais que les décisions se prennent par gravitation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, il y a une décision qui tombe. Alors, certains, j'ai été quand même sidéré, les décisions de la baisse des allocations, il y a eu quelques remous, mais pas beaucoup. Finalement, à l'arrivée, tout le monde est plus ou moins tombé d'accord. Alors que le vrai problème n'était pas là. Mais on va lui dire. Dominique de Bellègue m'a encore appelé il y a quelques jours. Je l'ai assez régulièrement au téléphone. Il a un intérêt. Et il reconnaît qu'il y a des choses que l'on propose, mais il est proche du PMU. Il dit mais les paris sportifs, ça rapporte du chiffre. Oui, d'accord. Mais si ça rapporte une perte, c'est quand même embêtant. Il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires avec le résultat. Oui, puis il y a aussi certainement le fait que depuis 6 ans, la stratégie des jeux sportifs a été décidée. On investit beaucoup d'argent là-dedans et personne ne veut reconnaître l'erreur. Aujourd'hui, c'est un peu ça le problème. Donc on continue à faire un écran de fumée. Je pense que certains le savent très bien, mais pas vraiment dans nos filières, dans nos maisons mères. Au PMU, ça se fait ça. Et donc, tant que la conscience va pas être prise de ça, on va pas y arriver, quoi. Donc pour revenir encore à la question d'avancement d'Equistratis, le premier boulot était d'abord de comprendre, on parlait de transparence, on a passé beaucoup de temps à trouver les chiffres, quelques mois, qu'on aurait pu normalement trouver en ligne si la transparence avait été au rendez-vous. Après, on a monté un projet qu'on a soumis à tout le monde, c'est public, et maintenant on veut convaincre. Donc si vous voulez, on n'est pas une Formule 1, mais enfin on a quand même pas mal avancé depuis le mois d'octobre de l'année passée. Voilà. Juste pour terminer sur les paris sportifs, parce qu'après je pense qu'on va en parler quand même, et du poker, ce qui nous a amené quand même à ce genre de réflexion, c'est aussi une analyse globale et stratégique, et plus précisément la crise financière que vit l'institution. Je crois qu'il faut quand même remettre en relief que dans les caisses des sociétés mères, à l'horizon de 15 mois, il n'y a plus de cash. Donc globalement, on a le droit d'être interpellé sur des activités différenciantes qui, de notre point de vue, ne génèrent, on nous parle de report d'activité sur l'hippisme, personnellement on ne voit rien. Equistratis ne voit pas, en comptabilité analytique, du report d'activité sur l'hippisme. Et bien évidemment, on a regardé, on a croisé les informations avec des gens indépendants, parce que Equistratis, l'indépendance n'a pas de prix,
Ça nous permet d'avoir une analyse avec beaucoup de recul. Alors oui, c'est un coût, on en parlera tout à l'heure. Mais nous n'avons rien, encore une fois, contre l'activité poker ou le sportif. On regarde simplement les flux et les reflux. Donc l'institution vit une crise profonde, sans précédent, et vraisemblablement c'est l'occasion de saisir cette situation pour rebondir par le haut. Et ça passe effectivement par des réformes culturelles. Alors il y a un passage difficile, on est dedans, il y a le sentiment que ça n'avance pas, mais nous on a le sentiment que les plaques commencent un petit peu à bouger, et on est intimement convaincu que si derrière tout ça, il y a la volonté de regarder loin devant et de se remettre en cause, il y a des solutions. Je pense qu'on peut y arriver. Voilà. Oui, j'ai le micro. Ce soir, nous sommes un petit groupe. On se réunit encore une fois à Alençon. Et comment les socioprofessionnels qui sont dans cette salle peuvent motiver les autres alors que nous sommes tout à fait conscients, pas seulement le groupe, mais tous les socioprofessionnels qui ne sont pas là ce soir, sont très conscients des propos qui viennent d'être tenus. La majorité des gens devraient se regrouper. On n'est pas là pour tuer ou abîmer tous ceux qui n'ont pas compris et qui n'ont pas... Mais la gestion, on la fait nous tous les jours et on n'a pas l'intention de se serrer la ceinture encore une fois pour des choses que nous ne sommes pas responsables. Et on veut vivre de ce qu'on fait. On travaille assez dur. Les dames font partie de Cheval Passion de Femmes. S'il faut qu'on monte avec nos maris ou nos enfants, on est prêt à faire beaucoup, beaucoup de porte-à-porte s'il le faut. La première proposition d'Equistratis, c'est de réformer notamment le PMU. Or, on vient de dire, la place est libre, la place est vacante, chasseur de tête. Alors, c'est quand même peut-être le moment de, je sais pas, faire de la politique, s'insinuer. Et... La place est libre pour réformer, justement, le PMU. La place est libre, on sait qu'un chasseur de tête est en train de recruter un président, mais poste pour poste. Ce que l'on propose, nous, c'est autre chose. C'est pas de nommer un nouveau président du PMU, c'est de nommer une personnalité chef d'entreprise qui soit chargée d'une réforme de l'ensemble de la filière, avec une mission sur l'ensemble de la filière, ce qui n'exclut pas qu'il y ait un nouveau président au PMU. Mais il faut qu'il y ait une vision globale. Parce qu'aujourd'hui, le PMU s'intéresse au PMU. Le PMU, c'est un GIE, donc ils n'ont même pas de résultats. Ils n'ont pas d'action. Il est détenu à 50-50 par les deux sociétés mères. Donc son job, c'est de sortir une marge qui est transmise ensuite d'une part à l'État et d'autre part aux sociétés mères. Donc, d'ailleurs, je me pose la question de l'utilité d'avoir un président et un directeur général délégué ou un président délégué. À mon avis, une seule personne pourrait suffire. Mais ça, c'est une remarque qui concernera, je pense, le futur responsable de la mission qui lui sera confiée. Je ne vois pas pourquoi. Bon, il y a M. Resplandy-Bernard aujourd'hui qui fait office de président, il peut peut-être le rester. Le problème n'est pas d'avoir à nouveau un président au PMU, et étant entendu d'ailleurs que le départ de M. Hurstel a surpris tout le monde, et peut-être que le départ de M. Hurstel doit faire réfléchir. Parce qu'un président d'entreprise qui part comme ça, sans vraiment prévenir, alors après 10 ans de bons et loyaux services, certes, pour aller dans une société informatique, Soprasteria, dans un poste qui n'est pas un poste de président. Hein. Il a un poste de directeur, mais c'est une entreprise qui fait à l'échelle mondiale 3,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près le tiers du chiffre d'affaires du PMU. Bon, il avait certainement un intérêt particulier pour ce genre d'entreprise. Mais je ne suis pas convaincu que le poste de président, aujourd'hui, tel qu'il est construit, est un poste qui permet de mener la réforme. Voilà. Mais moi, c'est absolument pas ma mission, c'est absolument pas mon souhait. Moi, ce que je souhaite, c'est réussir la mission qui est de faire en sorte qu'il y ait une véritable réforme au sein de la filière cheval qui aboutisse à un bon résultat. Si j'arrive à ça, après, je me retire. Vous savez, j'interviens sur certains dossiers complexes,
Je l'ai fait il y a quelques temps sur le dossier GDE. Ben, je m'occupe plus du dossier GDE. Il est fini pour moi. Donc, je n'allais pas prendre la présidence de je ne sais quoi. Là, c'est pas du tout mon objectif. Notre rôle, et l'équipe qui est autour de moi a ce rôle, c'est identifier les problèmes, trouver les solutions et les mettre en œuvre. À la différence d'autres sociétés de conseil, on ne s'arrête pas au rapport. Et la mise en œuvre aujourd'hui, c'est d'aller convaincre. D'aller convaincre ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les représentants de l'État, parce que l'État n'existe pas en tant que tel, il y a différents ministères qui sont concernés. Leur expliquer, les convaincre, créer une relation de confiance et faire en sorte que progressivement, on arrive à faire monter la solution. Mais il faut aussi convaincre les sociétés mères et quelque part dire au PMU que ce n'est pas le PMU que l'on met en cause. C'est ce qui est devenu le PMU et la nécessité d'une réorientation stratégique. Si ils ont des compétences extraordinaires au PMU, d'ailleurs ils sont primés chaque année pour leur action dans le domaine du marketing, de la relation client, il y a des gens extraordinairement compétents. Mais la compétence, il faut qu'elle soit au service d'une bonne stratégie. Parce que les compétences au service d'une stratégie qui n'est pas la bonne, ça c'est dangereux. Parce que justement, plus les gens sont compétents, plus ils vont se cabrer et vouloir poursuivre une stratégie qui n'est pas gagnante. Et là, il faut les piloter. Il faut les réorienter. Et je ne suis pas sûr, s'il y a un nouveau président du PMU, il va arriver, il va découvrir. Et vous savez, souvent les présidents, quand ils arrivent, ils sont pris par la structure. Il y a un certain nombre de directeurs qui sont là depuis longtemps, qui justement sont très compétents, qui lui passeront les informations qu'ils voudront bien lui passer, et au bout d'un moment, le président, il défendra son équipe. Mais il ne défendra pas forcément une nouvelle stratégie. Est-ce que c'est possible de revenir sur la réunion qui s'est tenue à la SECF dont parlait M. Roussel tout à l'heure, dont moi j'avais entendu parler sur un champ de course par un président de champ de course, de manière très très élogieuse. Et est-ce qu'on sait exactement le travail qui a été fait, par qui, et commandé par qui, commandité par qui, payé par qui? D'après ce que je sais, c'est un organisme extérieur au PMU, à la SECF et à France Gallo qui a fait le travail. Ça ressemblait de près, d'après l'explication que j'avais pu en avoir, à un modèle économétrique qui suivait un peu l'exemple qui avait été susurré par Equistratis. Alors écoutez, là on entre un peu dans le détail technique. La société s'appelle Veltis. C'est une société, elle n'a pas fait du tout un modèle économétrique. C'est une société qui a, en rapprochant des datas, différentes données, a bâti un système pour hiérarchiser les choix de jeu les uns après les autres. Quel est le jeu, par exemple, est-ce qu'il faut mettre un trio ou un quintet après tel ou tel jeu? C'est optimiser les jeux. Nous, c'est tout à fait autre chose. Oui, oui, mais nous, c'est tout à fait une autre approche. C'est une approche qui est de dire notre objectif est d'augmenter les enjeux. Comment augmenter les enjeux? Sur quelles variables agir? On a analysé 19 variables. Et un modèle économétrique a pour fonction ensuite de faire des simulations. Si on fait bouger telle variable, quel est l'impact sur les enjeux? Si on fait bouger les 2 ou 3 variables, le nombre de partants, la hiérarchie des courses, le taux de retour joueur, le nombre de jeux, à ce moment-là, on va bâtir des scénarios optimaux. C'est pas du tout ce qu'a fait Veltis. Mais nous, on l'a dit dans le rapport, on demande la transparence là-dessus. Nous, on est prêts, on a déjà donné les principaux résultats de notre modèle. Ce qu'a fait Veltis, on nous a dit, ah ben non, il ne faut pas en parler, parce que sinon, ça va servir à la concurrence. Quelle concurrence? Le PMU a un monopole sur les paris hippiques. Ça n'a aucun sens. Mettons ensemble les spécialistes, sous le contrôle de socioprofessionnels, et c'est comme ça qu'on trouvera les bonnes solutions. Ce que je pense, c'est que le travail qu'ils ont fait et le nôtre sont complémentaires. Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut mettre les gens ensemble. On ne sait pas du tout combien ça a coûté, on ne sait pas jusqu'où ils ont été et comment ça va être utilisé. Or, je sais d'expérience qu'un modèle économique, ça peut être manipulé. C'est manipulé au niveau des États, c'est manipulé au niveau des institutions internationales, c'est facilement manipulable au niveau d'une structure. Il faut donc qu'il y ait un conseil scientifique indépendant qui puisse dire ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire. Donc c'est une démarche intellectuelle tout à fait différente. On ne peut pas dire on a bâti le modèle qui fait tout, mais on ne veut pas vous le montrer.
là encore une fois, aux sociétés mères de mettre ensemble les différents spécialistes et de sortir l'essentiel. Mais ça ne va pas, en claquant des doigts, donner des résultats demain. Il y a plein de simulations à faire. Et si vous voulez, je trouve que c'est une approche un peu puérile que de dire « Ah ben allez, on a ce qu'il faut, demain on rase gratis ». C'est pas sérieux. Nous, la société n'est pas agréée au crédit impôt recherche, mais il y a certainement des gens très compétents. Nous sommes agréés au crédit impôt recherche pour la modélisation. On a bâti des modèles dans différents secteurs, notamment dans le secteur agricole. Mais qu'est-ce que l'on a fait? On a diffusé à des scientifiques connus et reconnus dans le monde entier la manière dont notre modèle était construit. On a fait ce qu'on appelle des workshops. Des workshops où pendant 2 ou 3 jours, vous avez des scientifiques qui sont là pour critiquer, pour améliorer. On ne peut pas laisser le secteur hippique aux mains d'un modèle fantôme dont on ne sait pas comment il est construit et qu'il manipule. Là, je dis attention, c'est très dangereux. Je pense que c'est la SECF, mais là aussi... Oui. Oui, donc c'est une personne, moi, sur ce que j'ai compris, c'est une personne qui a été employée, ils ont fait appel à un organisme. Oui, et donc ils nous ont amené tout un travail où ils nous ont prouvé que telle course, si elle se courait à telle heure, elle marchait bien mieux que si elle se courait à telle heure. Si elle se courait sur tel champ de course, il allait y avoir tel rendement bien meilleur que si elle se courait sur un autre champ de course. Bon, on a tous été assez impressionnés et ça nous a paru très bien. Mais... Oui, mais là aussi, les heures de course, ça fait partie des choses que c'est une des variables. On a identifié qu'il y avait des heures qui n'étaient pas bonnes, qu'il fallait décaler certainement que là aussi, par champ de course, on a étudié, nous, les 240 champs de course, tout ça a été étudié. Mais mettons ensemble les savoir-faire des uns et des autres. Nous, on a une approche plus macroéconomique. Eux, apparemment, ils ont une approche plus microéconomique, plus statistique. Mettons ensemble les compétences. Parce que, très sincèrement, ils vous ont montré quelque chose qui a l'air très bien. Ça va être utilisé comment et par qui? Il est essentiel qu'il y ait un comité scientifique indépendant. Sinon, demain, un modèle peut justifier n'importe quelle décision. Ben là, je pense que dans les futures commissions de programme, ils ont l'intention de commencer à se rapprocher de ces modèles-là qui sont pour optimiser les enjeux. Donc il y a certaines courses, mettons dans notre jargon, une course de mauvais 3 ans, il faut mieux qu'on la court à 1 heure où il n'y aura pas, beaucoup de jeux. On sait qu'il faut la conserver parce que nous, professionnellement, on en a besoin, mais les courses qui rapportent, il faut les mettre aux meilleures heures sur l'hippodrome où ça convient le mieux. D'accord, mais ça, c'est au niveau de la SECF. Oui. Mais l'optimisation du système suppose d'intervenir sur les types de jeux, d'intervenir sur les taux de retour joueurs, sur beaucoup d'autres variables. Ça, c'est qu'une partie des variables. Exactement. C'est plus le côté professionnel qu'on a jugé. Mais c'est un côté utile, mais qui est loin d'être suffisant. Certainement. Mais si ça marche en Australie, pourquoi pas marcher en Australie? Non, mais je pense que... Mais oui, mais c'est un modèle tout à fait différent. Mais là, encore une fois, mais je crois qu'à cette réunion, il y en a certains qui ont trouvé que passer par l'informatique, c'était quand même pas... Non. Je vous assure que vraiment... Tout le monde a été assez bluffé, non? Je m'en suis pas rendu compte. Peut-être qu'il y en avait 1 ou 2 qui sont un peu rétrogrades, qui n'ont pas trop compris. Mais l'ensemble était vraiment pour. Écoutez, en tout cas, moi, on a souhaité, et d'ailleurs on a sorti, nous, des résultats, d'ores et déjà, on souhaite pouvoir présenter notre modèle et montrer en quoi il peut améliorer l'ensemble du système. Mais là-dedans, il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent du PMU. C'est pas uniquement les sociétés de course. Il faut coupler les deux. Je disais que vous pouviez dire que nous avions proposé, nous, de leur prêter notre modèle aux sociétés mères et au PMU. Bon, c'est resté sans réponse. Nous, on est prêts, encore une fois, à l'ouvrir complètement, à démontrer, mais non, mais il faut qu'ils aient des compétences pour pouvoir apprécier. Et pour qu'il y ait des compétences, il faut, encore une fois, qu'ils s'associent en interne des compétences capables d'évaluer ce qui a été fait, et par nous et par les autres. C'est très compliqué.
vous avez, je ne sais pas, 16 000 courses par an, je ne sais plus quel est le nombre de courses par an, vous avez 240 hippodromes, vous avez 196 possibilités de paris différentes, et ça a dû augmenter encore parce que le PMU crée sans arrêt des nouveaux jeux. Donc vous avez une infinité de variables pour pouvoir gérer l'ensemble. Croyez-moi, c'est pas une mince affaire, c'est pas une petite réunion, quelle que soit la qualité, encore une fois, des gens qui sont là, qui va permettre de trouver la solution. C'est là que je conteste, moi, la démarche est insuffisante. Elle est nécessaire, mais elle est insuffisante. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs là qu'il faut bien comprendre que nous, Sociopro, on a sollicité le groupe Carl pour travailler, faire du lobbying, et que plus on va être nombreux à aller dans ce sens, et plus on aura de crédit et on pourra donner du pouvoir encore pour essayer d'aller ouvrir des portes au sein des sociétés mères et du PMU pour travailler en commun. Il faut que tout le monde prenne conscience de ça. On peut rester les bras croisés, continuer à travailler la tête dans le guidon comme beaucoup de nous, comme on est débordés, mais on peut aussi donner un peu de pouvoir à toute l'équipe et essayer de dynamiser un peu la filière. Et le modem, pour revenir à ça dont on parlait là, ce qui est important de comprendre, c'est que pour qu'il fonctionne, il y a d'autres fonctions qui sont très importantes. Le retour joueur, le nombre de courses, les différents paris, et ça c'est au PMU que ça se passe. Donc la SECF seule va certainement améliorer quelques courses, mais c'est loin d'être ce qu'on recherche. Le travail qui a été demandé par la SECF, c'était un travail pour vraiment optimiser chaque course. Oui. Hein, mais ça restait, oui, qu'un travail sur les courses. Hein. C'est tout à fait utile, mais c'est pas suffisant. Mais c'est un gros travail qui a été fait. Donc c'est une personne qui est venue au Cheval Français pendant des mois. Je crois que c'est Benoît Fabrega qui a été le responsable de cette opération. Et ils ont travaillé, je crois que c'est depuis l'hiver dernier. Ils ont donné toutes les données, tous les hippodromes. Oui, bonsoir. J'étais pas à la première réunion, donc je ne sais pas ce qui a été dit. Je vous écoute là depuis le début. Il y a quelque chose qui semble vous échapper. C'est qu'il y a un acteur qui est majeur dans le monde des courses, c'est le parieur. Et je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on ne prend pas fait et compte de ce qu'il demande. Le parieur, j'entends Alain tout à l'heure dire, oui, à une réunion de mauvais 3 ans, je disais à Franck Blandin, non, pour nous, parieurs, ce qui compte, c'est le nombre de partants. Hein, c'est surtout ça. On a la marre de voir des pelotons. Alors, en galop, n'en parlons pas, quelquefois, on a 4-5 partants. C'est pour un petit parieur comme moi, c'est pas très intéressant. En trop, on commence à avoir des courses de groupe où il n'y a plus que 7 partants. Pas intéressant du tout. Sauf pour les matelassiers. Alors, je crois que dans votre étude, mais je pense que vous l'avez fait, il serait bon de faire un audit auprès des parieurs. Parce que la raréfaction des gens à jouer, c'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est une certitude. On met en opposition, s'il vous plaît, ou en parallèle, les jeux sportifs, les paris sportifs, non. Comme on dit tout à l'heure, on n'a rien contre. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des parieurs. Et c'est comme ça qu'il va falloir prendre le problème pour les faire venir. N'oubliez pas que c'est un peu de mon argent et l'argent des parieurs qui sert à faire fonctionner la machine. Alors, horaire, j'ai cru entendre. Je vous dis tout de suite, par exemple, pour une société de courses comme Alençon, voire d'autres, quand on fait des réunions premium, mais que la course premium, elle est à 12h45, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire, je mange. Hein, non mais faut être réglo, hein. Voilà. On peut s'interroger sur plein de choses. Hein. On peut voir aussi, alors on va aller dans nos sociétés. Est-ce qu'on est pour la gratuité des entrées? Est-ce que, il y a tout un tas de choses. Il faut ramener les gens vers les courses de chevaux. Il y a une autre génération à venir. Hein.
Moi, je suis de l'ancienne. Moi, les courses de chevaux, je connais ça depuis tout petit. Maintenant, j'ai un gamin qui ne vient jamais sur un champ de course. Alors, je pense que interrogez-vous sur les attentes des parieurs, on fera déjà un grand pas. Bon, alors, on travaille avec l'Association nationale des turfistes depuis 1 an. Donc, tous ces sujets-là, et dans nos analyses, dans le modèle, il y a les horaires des courses, il y a le nombre de partants, tout ça en fait partie. Hein. En l'espèce, l'association des joueurs, si vous voulez, bon, je ne dirais pas que c'est une petite élite, mais c'est des joueurs qui jouent massivement. Je parle, moi, du joueur lambda, le joueur de tous les jours. Le joueur qui va le dimanche matin prendre son Ricard et faire son quintet. C'est ça le truc. Hein. C'est ça. Alors, messieurs les professionnels, nous, on aime bien les courses où il n'y a pas de logique aussi. Hein, pour gagner un peu d'argent, quoi. Alors, petite chose, allez, j'en terminerai, sur les paris en ligne. Ah, vous savez que vous pouvez jouer votre quintet à partir de chez vous, mais ce n'est pas le même rapport que celui quand vous jouez au PMU. Hein. Par exemple, on nous a supprimé les bonus 3, les bonus 4. C'est-à-dire que le gars qui met 2 balles pour faire son quintet, il était content, il dit « Oh, j'ai les 3 premiers, je touche 2 sous espagnols, mais je touche. » Vous savez, dans la tête d'un joueur, toucher simplement. Déjà pas mal. Et je remets, et je continue. Quand on vous scie, vous dites, vous prenez votre téléphone, vous appelez le PMU, vous dites, vous êtes des cons. Enfin, je pense que l'Association nationale des turfistes, ils prennent en compte les soucis de tous les joueurs. Et on a rencontré aussi beaucoup de joueurs. Et on leur a posé la question, comme vous le faites ce soir. Le nombre de partants, on sait ce qu'il faudrait faire pour augmenter les enjeux, donc l'intérêt pour les parieurs. Tout ça, ça fait partie de notre modèle. On ne prétend pas répondre à tout, bien évidemment, c'est tellement compliqué. Et la psychologie des joueurs est aussi différente selon les joueurs. Mais vous avez raison, il y a quand même des dominantes, mais je pense qu'on les a prises en compte. Maintenant, on peut certainement améliorer par rapport à ce que l'on a fait. Quelques questions Facebook. Je pense que c'est le moment parce qu'on est toujours très très suivi. Alors, on nous demande une question technique au propos des PMU intéressante. Une double question. D'abord, on parle beaucoup du PMU et on nous demande quid des autres opérateurs. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de discuter aussi un petit peu avec les autres opérateurs? Et la même personne nous demande, vous avez commencé votre intervention en parlant des parieurs étrangers qui passent leur pari sur le PMU et font baisser notre TRJ, le fameux TRJ. Quelle serait l'incidence si ces parieurs professionnels étrangers ne pouvaient plus parier en masse commune? Je vais déjà répondre à la deuxième question. Avec une augmentation de l'ordre de 15% l'an des paris internationaux et les 2/3 de ces paris qui sont aux mains de parieurs professionnels, en supposant, ce qui est quand même démontré, que les taux de retour sont supérieurs à 100%, il a été calculé par l'ANT, d'ailleurs, dans sa dernière livraison, que le TRJ moyen en France est de l'ordre de 70%. 70. C'est-à-dire que le TRJ actuel est à peu près à 73,5, 73,8, je ne sais plus. Mais ça a déjà un effet déflateur de l'ordre de 3 à 4 points. D'ores et déjà. Donc, le but n'est pas d'interdire, mais le but est de se poser les questions et peut-être de limiter. Il y avait une proposition qui avait été faite, je crois, par, je ne sais pas si c'est par M. Miard ou Juanico, mais de limiter à 5% les paris étrangers en masse commune. On est déjà à 7%. Alors on parle de limiter à 10% maintenant. Je crois qu'il y a quelqu'un du PMU qui propose 10%. Mais 10%, ça commence à être lourd. Ça veut dire que le TRJ moyen peut peut-être descendre en dessous de 70%. Je n'ai pas la réponse, c'est un vrai sujet. Et l'origine des fonds est aussi un vrai sujet. En France, on essaie de traquer le blanchiment d'argent. Bon, il serait peut-être intéressant, là aussi, de réfléchir à un moyen de sécuriser. Je ne dis pas que ce n'est pas sécurisable. Hein. Des pays comme l'Allemagne ou la Belgique sont des pays qui ont les mêmes réglementations que nous en matière de traque de l'argent sale. Par contre, l'île de Man, je vous signale, va être probablement sur la liste noire des paradis fiscaux très prochainement. Or, il y a un certain nombre de paris qui sont pris de l'île de Man. Malte est un État souverain, mais enfin Malte peut poser aussi certains problèmes. Donc voilà, on pose la question, on n'a pas la solution, mais il est urgent de se pencher là-dessus.
Alors, les autres opérateurs, on a rencontré Emmanuel de Rohan-Chabot il y a une quinzaine de jours, avec son équipe. Réunion excessivement intéressante. Lui, il pense que les paris sportifs online ont un avenir, et il estime que lui, le volume des paris sportifs traités par le PMU, plutôt que de générer une perte de 15 millions, lui, il se fait fort d'en faire un gain de 15 millions. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'il est beaucoup plus léger. Il a une structure beaucoup plus légère et beaucoup plus concurrentielle. Donc ça amène à une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être que les paris sportifs du PMU, qui détient une part de marché relativement importante, soient confiés à un opérateur moins coûteux ? C'est aussi une piste, peut-être pas le céder, mais le confier à un opérateur qui fasse en sorte que ça rapporte de l'argent à la filière plutôt que d'en coûter. Donc vous voyez, ce genre de... J'ai pas dit tous les contacts que l'on a eus, mais ça fait partie des contacts intéressants et utiles. Il y en a d'autres qui se profilent. En fait, une grande partie du débat porte autour de la gouvernance du PMU. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'est peut-être pas question de la remettre en cause. Moi, je pense que c'est un aspect fondamental et on ne pourra pas débloquer la situation sans remettre en cause la gouvernance du PMU. Vous l'avez dit, ce ne sont pas des gens de mauvaise volonté. Mais je ne suis pas sûr que tous les gens qui sont autour de la table aient le niveau pour aborder les sujets qui sont amenés à aborder. Et peut-être que si la gouvernance avait été différente, on n'aurait pas eu les errements que vous dénoncez aujourd'hui. Alors, quand vous parlez de gouvernance, je partage tout à fait votre remarque, c'est une gouvernance à deux niveaux. Il y a la gouvernance des actionnaires et il y a la gouvernance du GIE PMU soi-même. C'est pour ça qu'on a une approche globale. Et que pour faire évoluer cette gouvernance, il faut une transition qui soit confiée à une personne capable de changer cette gouvernance. Quand je dis changer, c'est changer les principes, le fonctionnement, les objectifs stratégiques. Je ne parle pas forcément de changer les hommes, même si je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi que les hommes évoluent. Voilà. Mais j'en fais pas une question d'homme, encore une fois. Il faut d'abord qu'il y ait une personne capable de tout mettre à plat et de proposer des solutions. Et de les faire aboutir. Mais pour ça, si l'État n'entre pas dans la danse, ça ne se fera pas. Parce que c'est l'État qui pilote. Mais l'État pilote sans piloter. J'ai été à la direction du budget pendant de nombreuses années. On voit les choses de loin. La seule chose qui nous remonte, c'est les budgets annuels. Si les budgets ne vont pas, on dit vous vous débrouillez, on ne l'accepte que si vous baissez de 10%. C'est exactement ce qui s'est passé pour le galop. Et c'est ce qui se passe pour le trot. À partir du moment où les budgets seront acceptés, ils n'ont pas un rôle stratégique. Ils voient juste au jour le jour, enfin année après année, la situation budgétaire et les finances de l'État. À la direction du budget, tout converge là. Le vrai pouvoir est là. Vous pensez bien que le budget du PMU, le budget du trot et du galop, c'est infinitésimal par rapport aux autres enjeux. Donc c'est pas eux qui vont... Eux, il faut qu'ils missionnent quelqu'un pour faire évoluer les choses. C'est pas eux qui les feront évoluer. Par contre, eux, ils peuvent prendre des décisions redoutables. Dans le cadre de la privatisation de la Française des Jeux, on ne sait pas. Mais il peut y avoir... Imaginez que les repreneurs, parce que c'est comme ça que ça se passe, mettent des conditions. Alors des conditions fiscales, d'ores et déjà, il est probable que certains repreneurs, enfin ils le disent, voudraient faire baisser la fiscalité sur les paris sportifs pour améliorer la rentabilité de leur investissement. Ce qui va exactement à l'inverse de ce que demande la filière, qui demande au contraire qu'on augmente la fiscalité sur les paris sportifs. Puis peut-être que demain, ils diront, mais finalement, on pourrait prendre en gestion le PMU, pourquoi pas? Donc, tout est possible. On entre dans une zone qui n'est pas une zone de turbulence, qui est une zone de changement. Alors, faisons en sorte que le changement aille dans le bon sens. Bon, écoutez, je crois que ça a été une longue réunion. Oui. Oui, on me demande de finir sur une tonalité un peu plus financière, alors je vais m'exécuter. C'est ce que j'ai entendu. Je disais tout à l'heure avec un peu d'humour que
Equistratis, donc je le rappelle quand même, est un laboratoire d'idées, hein, pas un syndicat, et que l'indépendance n'avait pas de prix, mais qu'elle avait un coût. Et on n'a pas honte de dire effectivement que c'est un coût, quand bien même vous constatez qu'à gauche, à droite, vous avez essentiellement des bénévoles. Et nous, on a un moteur pour fonctionner, c'est Carl et Associés. Bon, nous avons maintenant pratiquement 18 mois d'activité. On parle de transparence, on va essayer d'être transparent, nous aussi. Hein, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Nous avons levé environ 90 000 € grâce aux adhérents que vous représentez dans la salle. Nous avons eu la chance d'avoir des financements avec les membres fondateurs historiques qui représentaient environ 40 000 € et qui sont derrière pour certains et dans la salle. Le troisième élément économique qui est prépondérant si on souhaite qu'Equistratis continue sa mission, la mission 2000 solde, sa mission 2017, et continue une mission en 2018, c'est effectivement d'être plus nombreux. Alors on me parle de pratiquement 15 000 personnes qui vont, je crois, aller sur Facebook ou France Cyr, qu'on remercie dans les 8 jours qui viennent, c'est cela ? Donc voilà, il est clair que l'année prochaine, on aura également besoin de lever des capitaux à travers des saillies, à travers des adhésions, à travers le renouvellement des adhésions. Après, c'est un choix qui vous appartient. Nous, on est au service, entre guillemets, d'une filière. On ne le fait pas pour nous de manière individuelle, que les choses soient extrêmement claires sur le sujet. Je pense que je vous ai tout dit. Merci. Jacques, je vous laisse. Oui, et en dehors de l'argent, le nombre compte aussi. Donc, bien évidemment, venez nombreux. Plus on est nombreux, plus on a de poids. Voilà. Merci de votre attention. Bon, écoutez, je crois que la réunion est terminée. On va boire un coup. Et merci encore de votre attention. Un, deux. Et vous avez, s'il vous plaît, votre attention, vous avez mademoiselle Maud Goss qui va prendre les adhésions éventuelles. Merci.